Bonjour à tous, je m'appelle Yves Grégoire. Je suis notamment animateur du groupe de travail Ethics avec revêtement dur, actif au sein du CSTC. Et dans ce webinaire, je vais vous présenter les limites d'utilisation des Ethics avec revêtement dur. Il y a 4 points de vigilance à prendre en compte dès le stade de la conception. Tout d'abord, la hauteur de la façade admissible. Ensuite, la couleur du revêtement dur. Ensuite, le comportement hygrothermique de la paroi et le pourcentage de joints. Et finalement, le format du revêtement dur. Tout d'abord, la hauteur de la façade. On devra la limiter, en tout cas la hauteur de chute, en raison du manque de recul face au comportement de la technique, car elle a connu un essor relativement récent. On pense à la durabilité de l'adhérence du revêtement dur et le risque de chute préjudiciable. En raison des risques liés à l'utilisation d'éléments de grande dimension, en raison de l'évolution des réglementations, en particulier la réglementation sur la prévention incendie, et en raison de l'influence de la mise en œuvre et des conditions climatiques lors de celle-ci. Donc, on a établi un tableau qui propose des limites des hauteurs de façade admissibles en fonction, d'une part, du format du revêtement dur. On va distinguer les petits formats inférieurs ou égaux à 150 cm², les formats moyens entre 150 et 625 cm², et les plus grands formats au-delà de 625 jusqu'à 2000 cm². En fonction d'autre part du type d'ETIX, et là on va distinguer les ETIX avec enduit de base renforcé et fixation mécanique par-dessus le treillis d'armature, qui sont quand même plus sécuritaires, et les autres ETIX. Alors ce sont des hauteurs sous réserve des garanties fournies, et des hauteurs admissibles supérieures ne sont pas exclues, pour autant qu'elles soient garanties sur base par exemple d'un suivi spécifique, régulier et fréquent de l'exécution et ou d'une longue expérience positive en pratique. On va limiter également la hauteur de la façade en fonction des performances de réaction au feu et des risques encourus en cas d'incendie. Notons tout d'abord qu'il n'y a pas d'exigence pour les habitations unifamiliales. Et donc les critères en matière de réaction au feu du revêtement de façade, c'est-à-dire dans les conditions finales d'utilisation, ce seront une classe minimale DS3, D1 pour les bâtiments bas, c'est-à-dire de hauteur inférieure à 10 mètres, et une classe minimale BS3, D1 pour les bâtiments moyens et élevés, c'est-à-dire pour des hauteurs supérieures à 10 mètres. On va limiter également la hauteur de la façade en raison du risque d'infiltration d'eau en cas de pluie battante pour deux applications spécifiques. Tout d'abord, les ETIX sur construction en bois, car il s'agit là de supports plus sensibles à cet égard, et pour les ETIX sans enduit de base sur tout support, lorsqu'il n'y a pas de contrôle externe de l'exécution, car il y a une incertitude sur la bonne réalisation de l'étanchéité entre les joints de panneaux d'isolation. Et donc, on va limiter la pression d'étanchéité à l'eau à 450 pascal. À quoi correspondent 450 pascal? C'est exprimé dans le tableau qui suit. Vous retrouvez les colonnes 450 pascal. La limitation de la hauteur sera fonction de la vitesse de référence du vent et donc une des 4 zones de vent en Belgique. Les limitations seront fonction également de la catégorie de rugosité du terrain. Et on va obtenir par calcul les hauteurs admissibles. On constate d'ores et déjà qu'en zone côtière et en plaine, les deux applications précitées sont exclues. On va limiter la valeur de calcul de l'action du vent et donc la hauteur de la façade en cas de dimensionnement statique. Le tableau qui apparaît donne les valeurs de calcul de l'action du vent en fonction d'une part de la hauteur de référence du vent et donc la hauteur de la façade, la zone de la façade, zone de bord ou zone centrale,
en fonction également de la vitesse de référence du vent, une des 4 zones en Belgique, et en fonction de la rugosité du terrain. Et donc, le dimensionnement statique. En cas de dimensionnement statique, la valeur maximale calculée, selon l'Eurocode 1 partie 1.4 et son annexe nationale, sera de 2000 pascal. Si on a des valeurs supérieures, l'application n'est pas exclue, mais une étude particulière peut être requise, un essai dynamique par exemple, ou un essai en soufflerie. Deuxième point de vigilance, la teinte foncée du revêtement dur. Donc les températures du parachèvement sont influencées par la teinte en raison de l'absorption de l'énergie solaire. Une teinte plus foncée va absorber plus d'énergie solaire et donc chauffer plus. Et donc un dépassement de 70 degrés à l'arrière du revêtement est possible en cas de teinte très foncée. Or, les composants et les systèmes sont testés jusqu'à 70 degrés et pas au-delà. Donc on va limiter les teintes foncées pour ne pas dépasser 70 degrés. Et on fera choix de la teinte du revêtement dur en fonction d'une part de l'orientation de la façade et d'autre part de l'épaisseur du revêtement dur. Alors il n'y a pas de relation univoque entre d'une part le facteur d'absorption de l'énergie solaire alpha E, qui est la grandeur physique appropriée, et l'indice de clarté IC. Nous avons néanmoins établi également des critères relatifs à l'indice de clarté sur base de l'expérience acquise. Et les recommandations prennent la forme du tableau que vous voyez. Les critères sont fonction d'une part de l'épaisseur du revêtement dur, épaisseur soit inférieure ou soit supérieure à 20 mm, et d'autre part de l'orientation de la façade, soit façade exposée, soit façade non exposée à l'ensoleillement. Vous voyez donc les critères qui ont été posés tant pour le facteur d'absorption de l'énergie solaire que pour l'indice de clarté. Notons que pour une façade non exposée, il n'y a pas de limitation. Il sera donc important de consulter la fiche technique du matériau afin de voir si l'application en fonction de l'ensoleillement est permise. On voit ici plusieurs exemples de teintes de plaquettes en terre cuite. On va retrouver le facteur d'absorption de l'énergie solaire et l'indice de clarté, l'un ou l'autre. Et donc, par exemple, pour la teinte plutôt beige, en fonction des valeurs observées, on peut constater qu'il n'y a aucune limite d'utilisation. Pour la teinte plutôt rouge de la plaquette en terre cuite, les valeurs indiquent que l'application est exclue sur une façade orientée est, sud ou ouest si l'épaisseur du revêtement est inférieure à 20 mm. Enfin, pour la plaquette en terre cuite de teinte plutôt noire, les valeurs indiquent que l'application est exclue sur une façade orientée sud, est, ouest. Troisième point de vigilance, le pourcentage minimal de joints. Donc, comme déjà dit, c'est lié au comportement hygrothermique. Le tableau que vous voyez indique dans quel cas une étude est nécessaire ou pas en fonction de la perméabilité à la vapeur d'eau du parachèvement, soit peu perméable, soit perméable, et en fonction du support, maçonnerie et béton, ou construction en bois. On peut voir dans ce tableau qu'en cas de parachèvement perméable à la diffusion de vapeur d'eau et pour une maçonnerie ou du béton, il n'y aura pas d'étude nécessaire en classe de climat 1, 2 et 3. Qu'entend-on par revêtement perméable à la diffusion? Eh bien, les critères sont repris dans le tableau qui vient d'apparaître. Lorsque la valeur SD de l'isolant de l'ETIX est supérieure ou égale à 3 mètres, c'est-à-dire dans le cas d'un EPS par exemple, le critère sera que la valeur SD du parachèvement doit être inférieure ou égale à 2 mètres. Dans le cas d'un isolant perméable à la diffusion de vapeur d'eau, une laine minérale par exemple, avec une valeur SD inférieure à 3 mètres, le critère est que la valeur SD du parachèvement doit être inférieure ou égale à 1 mètre.
Dans le cas des maçonneries et béton avec un parachèvement peu perméable, on a déterminé des critères à respecter en fonction d'une part de la résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'isolant, d'autre part en fonction de la composition du mur et d'autre part en fonction de la classe de climat intérieur. On constate tout d'abord qu'il n'y a pas d'exigence pour la classe de climat intérieur 1. Par exemple, dans le cas d'un système avec EPS, appliqué sur une maçonnerie de blocs Snellbaugh en terre cuite de 14 cm d'épaisseur revêtue d'un plafonnage intérieur, et en classe de climat 2, c'est-à-dire une habitation correctement ventilée, on devra exiger une valeur SD du parachèvement inférieure ou égale à 8 mètres. Retenons cet exemple de 8 mètres. Dans le cas particulier d'un revêtement dur imperméable à la diffusion de vapeur d'eau, l'expression de la valeur SD du parachèvement prend la forme simplifiée suivante. Je rappelle que la valeur SD, c'est le produit entre la valeur mu du matériau et son épaisseur. On peut assigner des valeurs courantes pour la valeur SD de l'enduit de base et la valeur SD de la colle. On constate que dans l'expression apparaît le pourcentage de joint. Et donc, posons le critère traité dans l'exemple dont on vient de parler à 8 mètres. Et bien, sur base de cette formule, on peut exprimer la valeur minimale du pourcentage de joint qui doit être supérieure ou égale à la valeur SD du joint divisé par 7,7 mètres. On connaît SD du joint qui est le produit entre la valeur mu du joint et son épaisseur. Si on assigne 35 à la valeur mu du joint, qui est une valeur courante pour les mortiers de jointoiement, et si on constate que l'épaisseur du joint est l'épaisseur du revêtement dur, ce qui est le cas, eh bien on peut déterminer qu'en cas de revêtement de 6 mm d'épaisseur, le pourcentage de joint doit être supérieur ou égal à 3%. En cas de revêtement de 15 mm d'épaisseur, le pourcentage de joint doit être supérieur ou égal à 7%. Et finalement, en cas de revêtement de 30 mm d'épaisseur, le pourcentage de joint doit être supérieur ou égal à 14%. Le tableau ici reprend certaines considérations purement géométriques. Si on considère la proportion de joints égale à 7% dont on vient de discuter, en fonction du format du revêtement dur, on peut exprimer la largeur du joint. Et donc certains revêtements courants nécessitent un minimum de 7% de joint, ce qui correspond à une largeur de 15 mm si le format du revêtement est de 600 par 300 mm, et cela correspond à une largeur de 30 mm en cas de format 1200 par 600 mm. Or, une telle largeur est rarement acceptable, tant techniquement qu'esthétiquement. En général, la largeur maximale admissible est de 12 à 15 mm, et on doit, on le rappelle, respecter les largeurs minimales et maximales admises. Ce qu'il faut retenir sans formule, sans chiffres, à ce sujet, c'est qu'il faut limiter la résistance à la diffusion de vapeur d'eau du parachèvement, eu égard au risque de condensation interne à l'interface avec l'isolant et pour favoriser le séchage de la paroi. Un pourcentage minimal de joints est requis à partir de la classe 2 de climat intérieur, et ce, en particulier dans le cas de revêtement dur très peu perméable à la diffusion de vapeur d'eau. Enfin, un pourcentage de joints suffisant demande de limiter le format du revêtement de manière à ce que la largeur de joint reste acceptable. Quatrième point de vigilance, le format maximal du revêtement dur. On devra le limiter pour les raisons suivantes. En particulier en cas de revêtement relativement imperméable à la diffusion de vapeur d'eau, étant donné le risque de condensation.
comme on vient d'en parler. En raison de la difficulté de mise en œuvre des grands formats, on pense à la pression et l'écrasement des sillons de colle, on rappelle qu'un encollage de 100% est requis et qu'il ne doit pas y avoir d'occlusion d'air dans la couche de colle, avec le risque d'avoir des condensations internes dans ces occlusions. L'expérience est encore insuffisante et il existe une incertitude dans le séchage de la colle et donc dans ses performances lorsque l'humidité ne peut que difficilement s'évaporer par les joints. On pense au revêtement imperméable de grand format. Et donc, dans l'état actuel des connaissances, on recommande de limiter le format du revêtement à environ 2000 cm², à moins qu'il y ait une autre mention dans l'agrément technique. Nous avons publié 2 dossiers relatifs aux ETICS avec revêtement dur. La première partie traite des performances des systèmes et la sélection des matériaux. La deuxième partie traite de la mise en œuvre. Nous allons publier au plus tard, début 2021, une nouvelle note d'information technique à ce sujet. Et les informations délivrées dans ce webinaire sont reprises dans un article qui a été publié dans le CSTC Contact récemment. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.